Bienvenue si vous nous rejoignez, on reste ensemble et en direct jusqu'à 19 h. On va parler de la mobilisation des étudiants pro-Gaza qui se poursuit. Les forces de l'ordre qui sont intervenues cet après-midi à Sciences Po Paris pour évacuer les militants qui l'occupaient depuis hier. Sciences Po qui est devenu en quelque sorte l'épicentre en France d'une mobilisation étudiante en faveur des Palestiniens. Et il y a eu un rassemblement cet après-midi aussi en soutien à la cause palestinienne au Panthéon. Vous le voyez là, on va aller retrouver notre journaliste sur place, Marion Russell. La place a retrouvé son calme, mais la mobilisation a quand même duré plusieurs heures. Racontez-nous un peu la journée. Oui, tout à fait. 2h30 à peu près de mobilisation qui s'est terminée sur les coups de 17 h ici sur la place du Panthéon. Il y a eu jusqu'à 300 environ personnes mobilisées sur cette place avec des slogans en premier lieu pour appeler à un cessez-le-feu et à la paix à Gaza, mais aussi des étudiants qui étaient venus dénoncer ce qu'ils considèrent être une criminalisation de leur mouvement en faisant référence notamment à l'intervention des forces de l'ordre encore ce matin à Sciences Po. Ils en appelaient à leurs universités ou facultés respectives pour que cela ne soit plus le cas. Alors ils ont tous quasiment quitté les lieux maintenant. Ils sont en partie retournés dans leur faculté pour procéder à des assemblées générales et pour décider de la suite à donner à ce mouvement. Plusieurs nous confiaient déjà envisager de nouvelles mobilisations pour appeler donc à ce cessez-le-feu à Gaza. À noter que la fin de cette manifestation s'est faite dans le calme. Les étudiants ont en fait simplement quitté les lieux et là sur place la présence policière est en train d'être complètement levée. Ça devrait advenir dans les minutes qui arrivent. Merci beaucoup Marion, avec Nicolas Planck à la caméra. J'accueille sur ce plateau Gwen Thomas-Alves, vous êtes porte-parole de l'Union syndicale lycéenne. Merci à vous d'être avec nous. On est avec Yven Lecoz, délégué national du syndicat étudiant de droite Unis. Bienvenue à vous sur ce plateau. On est toujours avec Néla Latrousse, la chef du service politique de BFM TV, et avec Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication Atlantico.fr. Gwen Thomas-Alves, vous y étiez, vous, cet après-midi au Panthéon. Pourquoi? Quelles sont vos revendications? Oui, effectivement, il y a eu ce rassemblement organisé par l'Assemblée générale interfaculté. Et donc nous, on était là en fait en soutien à ces étudiantes et à ces étudiants qui intensifient le mouvement en faveur d'un cessez-le-feu depuis maintenant une semaine. Et donc pour nous, ça paraissait évident qu'on puisse être présent parce que il y a une importance à qu'on puisse converger le mouvement étudiant et le mouvement lycéen. Donc vous demandez un cessez-le-feu? Bien sûr, on demande à la fois un cessez-le-feu et la reconnaissance de l'État palestinien, évidemment. Ouais. Le cessez-le-feu, le gouvernement français le demande aussi. Et évidemment. Et après, la reconnaissance de l'État palestinien, pour le coup, c'est pas encore demandé par l'État français. C'est fait par plusieurs pays, je pense notamment à l'Espagne. Et il faut que la France puisse aller dans ce sens-là pour reconnaître officiellement la Palestine comme un État de droit et pas seulement comme un membre observateur, comme ce qui est le cas aujourd'hui auprès de l'ONU. Vous y êtes allé également, je crois, mais pas avec les mêmes revendications. Racontez-nous. Exactement. Nous, avec l'UNI, quand on entend mobilisation, si c'était une mobilisation seulement via des manifestations, via des distributions de tracts, via des collages, il n'y aurait aucun problème. Le problème, c'est que quand on entend mobilisation de la bouche des organisations de gauche et d'extrême gauche, ça veut dire bloquer les universités, ça veut dire occuper les universités, ça veut dire utiliser les mêmes slogans que le Hamas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec l'UNI, on a été sur place avec une pancarte « Hamas égale terroriste ». Chose sur laquelle on devrait tous être d'accord, il me semble. Ce sont des terroristes islamistes. Les personnes qui étaient présentes à cette manifestation ont arraché cette affiche et l'ont déchirée. Et on a dû être escortés par la police parce qu'ils étaient violents. Et ça, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est systématique. C'est des personnes qui refusent de reconnaître que le Hamas est terroriste et qui refusent de reconnaître de nombreux crimes menés, qui ont été commis le 7 octobre et qui ont été même commis depuis. Est-ce que ça, vous le cautionnez, qu'on déchire une pancarte où il y a marqué Hamas égale terroriste? Évidemment, c'est des gens qui sont là pour perturber ce rassemblement, vous en faites partie. Vous cautionnez ça? Qu'on déchire la pancarte Hamas égale terroriste? On cautionne ça parce que ça vient perturber ce rassemblement qui était là pour la paix. Toutes les personnes qui étaient présentes ont condamné les attaques terroristes du 7 octobre. Et maintenant, on regarde, il y a 35 000 personnes. Tout le monde les condamne. C'est nouveau si tout le monde les condamne. J'ai pas l'impression que tout le monde les condamne. Quand on écoute les personnes de quelles vous êtes très proche, la France Insoumise, j'ai pas l'impression que tous les députés de la France Insoumise les condamnent. J'ai pas l'impression que le lendemain du 7 octobre, on eut les organisations étudiantes de gauche et d'extrême gauche qui se soient mises à bloquer les universités pour dire on veut pas d'attentats terroristes. J'ai pas l'impression que vous ayez fait des manifestations en hommage aux otages, en hommage aux personnes tuées, en hommage aux femmes violées en Israël. J'ai pas eu l'impression que sur ça vous vous soyez exprimé. Par contre, j'ai l'impression que vous vous exprimez sur ce qui vous arrange. Voilà, vous choisissez un petit peu vos combats pour les Ouïghours. Oh non, vos combats pour les chrétiens, pour vos chrétiens mis de côté, opprimés en Algérie. Non. Par contre, vous exprimez pour
pour soutenir le mouvement palestinien et pour certains d'entre vous, même le Hamas, là, vous êtes présents. Non, personne ne soutient le Hamas, faut arrêter. Alors justement, mais alors, est-ce qu'on ne peut pas vouloir un cessez-le-feu et vouloir que ces horreurs cessent donc à Gaza et en même temps rappeler que oui, ça n'empêche que le Hamas est un groupe terroriste. Mais le Hamas est un... Enfin, on le déplore, nous, on n'est pas content du tout que le Hamas soit aujourd'hui le dirigeant, en tout cas de la bande de Gaza, mais le Hamas a été élu, malheureusement. Il y a une branche armée de ce mouvement politique qui a commis des attentats atroces que tout le monde a condamnés. Je suis pas l'avocat de la France Insoumise, mais il me semble qu'ils l'ont aussi condamné. Et donc tout le monde a condamné ces attaques terroristes. Mais la France Insoumise a eu du mal à dire que le Hamas était un groupe terroriste. Et on a l'impression que vous-même, vous avez du mal là sur le plateau, 7-8 mois plus tard, à le dire. Mais parce que, en fait, si on considère que le Hamas est un mouvement terroriste, alors il n'y a plus de droit. Nous, on suit au droit international. Le droit international, ça veut dire que... Donc vous ne considérez pas que c'est terroriste? Vous ne considérez pas que des gens qui vont en Israël pour tuer plus d'1 millier de personnes, pour violer les femmes sur place, vous ne considérez pas que c'est un mouvement terroriste? Vous écoutez ce que je dis? J'explique que c'est des attaques à caractère terroriste que l'on condamne, qu'il n'y a aucune... On ne peut pas légitimer ce qui s'est passé là. Ça ne rentre pas dans un mouvement de résistance ou quoi que ce soit. Ce sont des attaques terroristes que l'on condamne. En revanche, on a aujourd'hui un mouvement politique qui est installé dans la bande de Gaza depuis plusieurs années, qui est le Hamas, avec sa branche armée. Et à un moment donné, il faut bien avoir un droit international qui puisse s'appliquer. Et ce droit international ne peut pas s'appliquer si on parle d'une organisation terroriste. L'ONU dit qu'il y a deux organisations terroristes, c'est Al-Qaïda et Daesh. L'Union européenne dit le contraire, on est d'accord, évidemment. Le Hamas est vu comme un groupe terroriste par la communauté internationale. J'aimerais vous faire écouter la réaction de Maître Henri Leclerc, grand avocat pénaliste qui était chez nos confrères de France Inter ce matin. Il compare avec mai 68, il dit qu'on n'en est pas là. Mais il dit, je comprends quand même ce mouvement du cœur de tous ces étudiants. On écoute. 68, c'est il y a 65 ans, quelque chose comme ça. Au début, il y avait des manifestations pacifistes des étudiants. C'est après les affrontements à la police, cette incursion de la police dans la Sorbonne, etc., qui a obligé les manifestations, puis les violences de plus en plus grandes, et puis des affrontements, et puis surtout le mouvement social français, c'est-à-dire cette grève immense qui va secouer toute la France, qui montre bien qu'il y avait une crise. Donc c'est très différent, mais quel regard portez-vous sur ce qui se passe aujourd'hui dans ces établissements? C'est différent parce que là, nous sommes en face de quoi? D'un mouvement du cœur. Voilà, et il ajoute, ce qui se passe à Gaza, c'est quelque chose qui bouleverse. La prise d'otages, c'était l'horreur absolue le 7 octobre, mais la réponse là, elle est effroyable. Vous êtes d'accord avec ça? Mais évidemment, chaque guerre est effroyable. Chaque fois qu'il y a un mort, que ce soit du côté palestinien, du côté israélien, c'est effroyable. Ce qui est problématique aujourd'hui, c'est chacun se positionne comme il le souhaite sur la question israélo-palestinienne dans les universités. Et théoriquement, parce que malheureusement, les organisations de gauche et d'extrême gauche ne laissent pas les personnes qui seraient de droite, sionistes ou même juives pour certaines s'exprimer. Mais la question, elle est avant tout de savoir pourquoi ils bloquent. Pourquoi est-ce que c'est légal de bloquer? Est-ce que c'est légal d'occuper une université? Parce que vous dénoncez les dérapages, et ça très bien. C'est pas un dérapage, c'est leur moyen de mobilisation. Est-ce que le fond, parce que tous... Est-ce que pour vous, ces manifestations, elles sont forcément antisémites? Non, évidemment que non. Il y a des gens dans ces organisations qui sont antisémites et d'autres qui ne le sont pas. Par contre, ce qui est problématique, c'est de laisser des personnes dans cette manifestation qui sont ouvertement antisémites, qui sont ouvertement pro-Hamas, comme les personnes d'ailleurs que vous cautionnez, actes que vous cautionnez, mais qui arrachent des affiches Hamas égale terroriste. Et ce qui est d'autant plus choquant, c'est d'avoir des organisations étudiantes, d'ailleurs subventionnées par l'État, qui bloquent et qui occupent illégalement les universités. C'est illégal, il faut le rappeler. Donc quand vous faites ça, quand vous appelez à vous mobiliser, donc à bloquer et à occuper les universités, vous prenez quelque chose d'illégal. Vous appelez à une mobilisation illégale. Et nous, évidemment, avec l'UNI, nous prenons l'ordre, nous voulons avoir un bon diplôme et nous voulons faire en sorte de pouvoir aller étudier librement. Et qu'importe la position de chacun, quand vous voulez vous exprimer, vous allez en nager, vous allez tracter, vous allez faire des manifestations déclarées. Vous n'allez pas bloquer et empêcher les étudiants de passer leur partiel. C'est la méthode qui vous dérange. J'aimerais qu'on regarde la réaction de Jean-Luc Mélenchon, qui a fait de cette question-là le cœur de sa campagne pour les européennes. J'assume un devoir d'apologie de l'engagement militant de la jeunesse contre le génocide en cours à Gaza. Lui, il emploie le mot de génocide. J'invite tous ceux qui peuvent à se joindre à eux et à les soutenir moralement et matériellement. Cette jeunesse découvre les doubles standards moraux de leurs aînés, les violences policières et la diffamation médiatique permanente. Son instruction civique avance à grands pas. Il faut la protéger contre les abus de pouvoir liberticide du régime. Jean-Sébastien Ferjou. Il met de l'huile sur le feu.
Oui, bien sûr qu'il met de l'huile sur le feu. C'est ce que cherche Jean-Luc Mélenchon depuis le début de ce conflit-là. Après, il ne parle pas au nom de la jeunesse, il ne représente pas les jeunes. Je voyais un sondage qui montrait que la cause palestinienne ne figure qu'au 18e rang des motivations de vote des moins de 24 ans. Pour les européennes ? Pour les européennes, oui. C'est la 19e pour les Français dans leur ensemble, la 18e, un tout petit peu plus. Et il n'y a que 10% des moins de 24 ans qui disent qu'ils vont déterminer leur vote par rapport à ça. Donc il faut arrêter ces espèces de généralisation absolue. Évidemment que ce mouvement-là ne représente pas la jeunesse. Il représente certains jeunes. On peut respecter évidemment leur engagement. Moi, je comprends quand Jean-Luc Mélenchon parle de l'engagement. Oui, la démocratie, c'est le fait de savoir s'engager. En revanche, parler de régime liberticide, quand on voit les alliances avec lesquelles, les alliances politiques que souhaiterait Jean-Luc Mélenchon pour la France, c'est juste à pleurer de rire, que ce soit le Venezuela, que ce soit ses liens ou la manière dont il a pu vanter les mérites de la Russie ou autre. Quand on voit Rima Hassan, qui elle-même a entretenu des liens assez étroits avec le régime syrien. Parce que là, moi, je me souviens pas que les militants insoumis étaient mobilisés contre les massacres du régime de Bachar el-Assad, ni d'ailleurs contre d'autres massacres en Syrie. Donc le double standard moral, il est véritablement là. Et après, sur ce que disait Maître Leclerc, bien sûr que tout le monde se sent choqué par la tragédie vécue par les civils palestiniens. Est-ce pour autant une raison, je ne parle pas là d'engagement, l'engagement je la comprends parfaitement, est-ce pour autant une raison déjà pour perdre toute lucidité? Parce que je pense que si Joe Biden et si les États-Unis, Israël dépend quand même totalement de l'armement américain. S'il n'y a plus de livraison de munitions, Israël ne tiendra pas très longtemps dans l'environnement géopolitique qui est le sien. Si Joe Biden, avec la pression qu'il exerce, ne parvient pas à obtenir un cessez-le-feu, est-ce que vous croyez que des étudiants mobilisés à la Sorbonne ou à Sciences Po vont parvenir à l'obtenir? Parce que former la jeunesse, c'est aussi la former au réalisme. Ça, c'est aussi la démocratie, de savoir regarder la réalité telle qu'elle est. Encore une fois, après, moi je trouve ça en plus d'autant plus des revendications des étudiants, notamment à Sciences Po, c'est de rompre les liens avec les universités israéliennes. Mais les universités israéliennes sont quasiment de tous les endroits en Israël, là où il y a le plus d'opposition au gouvernement de M. Netanyahou. Dans les universités, israéliennes, il y a aussi des étudiants palestiniens. Les gens de Gaza, ils n'étaient pas soignés en Égypte. Les habitants de Gaza, 27 octobre, ils étaient formés où? Ils étaient formés en Israël. Est-ce que c'est pas un peu simpliste comme revendication de dire tous les étudiants de toutes ces universités israéliennes, on ne veut plus qu'il y ait de partenariat avec notamment Sciences Po? Non, moi je suis pas le porte-parole de tout le mouvement étudiant, en plus du mouvement lycéen pour le coup. Non, par contre, il faut regarder au cas par cas. C'est ce qu'avait très bien dit l'Union étudiante avec sa porte-parole Eleanor Schmidt il y a quelques jours sur votre antenne. Il faut regarder au cas par cas sur chaque université. Et nous, on considère qu'à partir du moment où une université ne prend pas position en faveur d'un cessez-le-feu, c'est une université sur laquelle il faut se poser des questions sur le possible prolongement des liens partenariaux entre une université française et une université israélienne, effectivement. Oui. Le message du gouvernement, en tout cas, est très clair. Il y a eu l'évacuation de Sciences Po tout à l'heure, 91 personnes évacuées. Et voilà le message posté par Gabriel Attal. Le mot d'ordre, il est clair, c'est action-réaction. La fermeté est et restera totale. Il faut mettre un terme pur et simple à cette spirale honteuse. Il y aura donc des évacuations, Néla Latrousse, à répétition, si ça se reproduit? Oui, et c'est assez intéressant dans les parallèles qui sont faits, notamment avec la situation aux États-Unis. La déclaration de Gabriel Attal arrive quelques minutes après celle de Joe Biden qui disait l'ordre devra prévaloir dans les universités américaines. Donc on voit une certaine symétrie d'un côté entre ce qui se passe sur quelques campus en France et les grands campus américains, et on voit aussi une symétrie dans les réactions que peut avoir le gouvernement d'un côté, l'État fédéral de l'autre. Je crois que pour le reste, les comparaisons s'arrêtent là. Du côté du gouvernement français, effectivement, on est extrêmement vigilant à ce qui se passe. D'ailleurs, presque plus à Sciences Po que dans l'ensemble des campus universitaires. On se souvient notamment que quand une étudiante de l'UEJF avait affirmé avoir été interdite d'entrer dans un amphithéâtre, Gabriel Attal s'était invité sur les lieux en réclamant plus de fermeté, plus d'autorité de la part du directeur provisoire, de l'administrateur. Pourquoi plus d'attention à Sciences Po? Parce que c'est l'école qui forme les élites. Parce que c'est un symbole, c'est l'école qui forme les élites. Je n'ai pas fait le calcul du nombre de membres du gouvernement qui sortent de Sciences Po, mais je crois que le nombre serait pour le coup assez conséquent. Parce et donc, il n'y a pas que le poisson pourrissent par la tête. Qui était l'expression qui est effectivement utilisée par le Premier ministre. Cela dit, il y a une vigilance
particulière, parce que, bon, globalement, on peut se le dire, les blocages dans les universités, votre génération en a connu 2. L'an dernier, il y en avait sur la réforme des retraites. Ma génération en a connu un majeur, celui contre le contrat première embauche au mi-temps des années 2000. Tout à l'heure, je voyais passer un bandeau sur la référence à mai 68. Il y en a régulièrement. La vérité, c'est qu'il y a une vigilance toute particulière concernant ce conflit-là. Je n'ai pas le souvenir, par exemple, que l'an dernier, au moment des blocages contre la réforme des retraites, l'usage de la force publique pour vider les amphithéâtres bloqués ait été aussi rapidement utilisé. Peut-être parce que ça débordait également sur la rue et qu'on ne pouvait pas être partout en même temps. Mais la rapidité avec laquelle le gouvernement et la ministre de l'Enseignement supérieur ont fait savoir que les présidents d'université avaient toute l'attitude, voire étaient invités à faire appel à la police pour évacuer les campus dès lors qu'il pouvait y avoir trouble à l'ordre public, à ma connaissance, sur les 20-25 dernières années, ça me semble relativement inédit. Je n'ai jamais vu une aussi grande rapidité comment on de l'explique ça? réaction. C'est la peur que ce qui se passe aux États-Unis s'importe en France? Je crois qu'il y a plusieurs éléments. Déjà, une dimension antisémite. Évidemment, rappelons-le, une majorité de manifestants ne sont pas là pour des motivations antisémites. Mais il y a aussi de l'antisémitisme. Il y en a eu plus d'ailleurs sur les campus américains. On a quand même vu des étudiants comme des professeurs juifs être obligés de quitter les universités ou être pris quasiment en otage, retenus à l'intérieur. Je me souviens notamment d'une scène à l'université de New York. Donc il y a cette dimension-là. Il y a une autre dimension dont on parle très peu, mais qui est celle de l'entrisme islamiste aussi. On a vu à Sciences Po, rue Saint-Guillaume, Elias Dimzalem, qui est un militant islamiste, être présent. On le sait, ça a été établi. Emmanuel Razavi, le grand reporter qui connaît très bien le régime iranien, qui a écrit un livre passionnant d'ailleurs qui s'appelle La face cachée des mollahs, l'a établi. Le régime iranien a confirmé qu'il non pas il organisait les manifestations, mais qu'il essayait de les instrumentaliser. Et qu'il le faisait d'ailleurs en concertation avec les Russes, parce que les services secrets russes forment les services secrets iraniens, pour mieux déstabiliser les démocraties occidentales. Parce qu'en soi, ils se fichent peut-être un peu du conflit en tant que tel. Donc cette dimension, elle est présente. Elle n'existait pas en 1968, elle n'existait pas sur le conflit des retraites. Après, sur le gouvernement, moi je préfère ce qui s'est passé à Sciences Po aujourd'hui, ou la nuit dernière, où c'est l'administrateur de Sciences Po qui prend la décision, lui, d'appeler la police, plutôt que quand c'est le gouvernement qui se substitue à l'autonomie de ces établissements qui sont quand même censés être indépendants. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'hypocrisie de la part du gouvernement, parce que quand je vois la liste des candidats qui sont envisagés, puisqu'il faut remplacer le président de Sciences Po qui a été contraint à la démission. On parle de Madame Rima Abdul-Madak, on parle de Madame Najat Vallaud-Belkacem, on parle d'Aurélien Rousseau, l'ancien directeur de cabinet de Madame Borne qui a commencé en étant communiste. Et pardon, s'agit-il de profils susceptibles de ramener la sérénité, de garantir le pluralisme, alors que ce sont des personnalités qui ont été plutôt engagées, j'aime pas beaucoup le mot woke, mais dans cette espèce de mouvement néo-progressiste. Donc le vrai courage du gouvernement, ça c'est non pas d'intervenir dans la gestion du quotidien de Sciences Po, mais de garantir la nomination d'une personnalité qui ramènerait la sérénité et le pluralisme dans cet établissement. Qui ajoute au cas aussi pas de directeur ou des changements de directeur réguliers. Pour l'instant, ça n'est pas encore toute une malédiction, vous dites. Ça n'est pas encore tout à fait tache d'huile, mais il y a 2 nouveaux appels à bloquer, ce sera le dernier mot. Les lycées, c'est ça? Oui, ce lundi, communiqué l'Union syndicale lycéenne. Oui, on appelle nous maintenant au blocus lundi et mardi pour le cessez-le-feu et pour la reconnaissance de l'État palestinien. On se joint aux étudiantes et aux étudiants qui ont intensifié le mouvement depuis la semaine dernière et on considère qu'il faut qu'on puisse converger à la fois nous étudiants et eux étudiants et nous lycéens pour qu'on puisse avoir la paix à Gaza. Tout à fait. Merci. Et dans ce cas-là, nous avec l'UNI, on appelle l'ensemble, on appelle surtout le gouvernement à réagir face à ces blocages. Il faut sanctionner, que ce soit de manière judiciaire ou que ce soit au niveau directement des établissements, les fauteurs de troubles bloqués, comme vous venez de l'annoncer, c'est illégal, occuper c'est illégal. Et si on laisse faire n'importe quoi, on va vers le chaos. Donc il faut sanctionner. Et on est très fiers de ce qu'on fait parce que nous on est du groupe de l'histoire. Merci. Allez, et on va s'arrêter là. C'est parfait. On s'arrête là. Merci beaucoup à tous les 4.